Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Retsatir et cette fois-ci aujourd'hui il se passe beaucoup de malheur dans notre monde, c'est vrai Donc vous savez ce que ça veut dire? Il reste encore 3 ans avant que le Covid-19 disparaisse de nos vies. Bref, il reste pas longtemps. Oh non, je rigole, non, plus sérieusement, non, pour être... Bon, plutôt que de parler de problèmes, parlons un petit peu du sujet de la vidéo, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet que on ne recommande pas, parce que peu de personnes connaissent ce genre de série, puisqu'il s'agit en fait de Saint Seiya Omega. Non mais attendez, revenez, pourquoi vous... Là, moi, je sais que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cette série, mais en tout cas, c'est vrai que Saint Seiya est une série plutôt vieille, et je dirais même que c'est le Bleach de l'époque. Saint Seiya, c'est une histoire adaptée du manga de Masami Kurumada, qui est japonais. On savait pas, t'inquiète. Il a été adapté pour la télévision japonaise en 1986, et donc apparu bien évidemment en France et partout dans le monde. La série a bien évidemment connu un carton et est devenue un succès monumental planétaire. Je vous jure. Allez parler de vos parents de Saint Seiya et ils sauront exactement de quoi qu'est-ce que vous parlez. Et si je vous parle pas de l'histoire, vous ne serez certainement pas intéressé par le sujet, donc du coup je vais vous la raconter. L'histoire parle d'un dénommé Seiya, chevalier de Pégase, et qui aura pour but de protéger Athéna, car bien évidemment sur Terre existent plusieurs dieux et Athéna en fait partie. Mais malheureusement, comme à chaque fois, Athéna est victime de nombreuses menaces, et ce qui fait que du coup... elle est devenue la cible de pas mal d'antagonistes qui aiment faire le mal parce que, j'imagine qu'ils ont leur propre raison à eux, ou alors ils aiment bien être méchants. Mais lorsque ce genre de personne horrible est en train de bouleverser la vie de la déesse Athéna, eh bien de jeunes gens arrivent pour pouvoir la secourir, et on les appelle les chevaliers du zodiaque. Chacun revêtis par leur constellation d'armure qu'ils doivent porter vaillamment, et grâce à leurs coups, ils pourfendent la terre et détruisent les ciels entiers. Bref, ce sont les chevaliers du zodiaque, symbolisés chacun par une constellation et faisant appel au pouvoir de leur légendaire cosmos pour pouvoir sauver la fameuse déesse Athéna. Bon, j'avoue que là, je vous ai pas vraiment hypé, mais... si vous auriez vu la série, je crois que vous auriez pas du tout dit la même... Tout à l'heure, je disais que la série était un immense succès, et ce pour plusieurs raisons. Ça passe régulièrement sur manga, et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, eh bien ça passe justement souvent. D'ailleurs, si vous regardez l'heure, c'est passé il y a une demi-heure. Donc désolé pour ceux qui ont raté ça sur manga, et pour ceux qui n'ont pas la chaîne. Faut supporter les gars, faut supporter. La série fut tellement un succès que elle a été référencée dans plusieurs rap mangas, comme par exemple de Sofiane, Point de Pégase. Et d'ailleurs, le dénommé rappeur Gizmo en a même fait une petite instru venant du thème de la musique. Et d'ailleurs, si vous reconnaissez ce thème et que vous reconnaissez la musique de Gizmo, et vous verrez quelques petites similitudes entre eux et vous verrez que c'est parfaitement en fait les mêmes thèmes. C'est juste que Gizmo il a décidé de un peu voilà. J'ai déjà pensé à la fin, pourtant j'en suis qu'au début. Je peux encore me tenir debout et assumer mon débit. Combien de temps ça va durer? J'en sais rien, quand je veux stopper une fois, viens me suivre. Bref, c'est super sympa de parler de la série originale, mais pourquoi est-ce qu'on parlerait pas de son fameux préquel qui fait suite à la série? Vous ne devez pas connaître le fameux manga Saint Seiya, et vous avez certainement entendu parler de Saint Seiya Omega. Si vous n'avez pas tombé sur Saint Seiya, vous êtes au moins réussi à tomber sur Saint Seiya Omega. Surtout ceux qui ont eu Canal J à l'époque. Et si vous n'avez pas eu de télé, désolé les gars, désolé. Je sais par où vous avez dû passer pour pouvoir avoir au moins un écran.
Et quand je dis un écran, c'est ça au moins c'est un écran. C'est pas non plus le HDMI 4 machin ambigu. C'est pas non plus la télé flottante qui se trouve derrière moi. C'est pas un HP périmètre de 180 mètres carrés. Non, mais au moins vous avez une télé. Et oui, cette série était passée pour la première fois sur Kanagi. Je parle de Senseiya Omega. Hein, je parle pas de la version originale. Bien sûr. À son succès, en fait c'est un peu le miroir en fait de la version originale, puisque son succès n'était pas énorme non plus, et donc voilà, et ce pour plusieurs raisons précises. Genre, il suffit tout simplement de voir à quoi les personnages ressemblent ici et à quoi les personnages ressemblent dans la nouvelle génération. Voilà, c'est pour vous expliquer exactement quel est le niveau de différence entre les deux précisément. Il y a même certaines critiques qui vont jusqu'à dire que c'est un pseudo Dragon Ball GT de Senseiya. Je n'ai pas vu Dragon Ball GT, mais je sais le succès qu'il a. Et bon, laissez-moi vous dire que j'ai découvert la franchise Senseiya grâce à Senseiya Omega, justement, parce que j'étais tombé sur Kanagi, etc., etc. Enfin bref, c'est une longue histoire, je ne vais pas détailler là-dessus. Mais néanmoins, je ne vais pas vous mentir, mais j'ai vraiment aimé cette version de Senseiya. Alors je sais que certains fans nostalgiques vont vouloir me tuer, vous allez vouloir ma mort, c'est clair, mais je trouve que cette version respecte, enfin, est fidèle à la franchise Senseiya. Et déjà pour 3 raisons précises. La première, bon ok, les personnages sont moches avec leurs armures, mais néanmoins, ils ont chacun 11 intéressances et au moins chacun une personnalité. Et en plus, au moins, il y a une femme. Donc, pour ajouter un petit peu d'efféminisation aux côtés d'hommes, au tas de muscles, etc., etc. Parce qu'au moins, on dira pas que la place de la femme, c'est la cuisine. Que le chef otaku qui a droit à la cuisine, t'entends? Seconde raison, si t'as pas vu la franchise Senseiya Omega, juste pour les designs, etc., etc., regarde déjà la série, au moins un épisode, et après, là, on pourra parler un peu comme il faut, etc., etc. Et puis surtout, la troisième raison, je crois que... Attendez, j'ai sur le bout de la lèvre. Je suis sûr c'est... Ah oui, c'est ça. Je crois que niveau Senseiya adaptation, on a vu beaucoup, mais beaucoup trop pire pour dire que ce truc-là, c'est de la merde. Alors, non, là, vraiment, je vous comprends pas comment est-ce que vous pouvez dire que Senseiya Omega fait un meilleur Dragon Ball GT que Dragon Ball GT lui-même. Enfin bref, on n'est pas là pour recenser les critiques, je suis juste là pour vous dire en quoi est-ce que vous avez tort et pourquoi est-ce que je dis que j'aime Senseiya Omega. Pas plus que l'œuvre originale non plus, mais bon, déjà, parlons de l'animation. Alors donc pour vous dire, l'animation, pour moi, dès que j'ai vu ça la première fois, ça m'a fait ni chaud ni froid. Mais quand on regarde les anciens Senseiya, bon... Vous allez me détester, mais c'est vrai que l'animation à l'époque de Senseiya en 84, c'était moche. Je vous avais prévenu. Cependant, je vais pas leur en vouloir, déjà pour 2 raisons. La première, c'est que on est en 1986, alors c'est vrai que c'est un petit peu chaud de pouvoir faire une animation correcte à cette époque-là. Puis la deuxième raison, c'est que certaines autres séries animées ont presque la même animation que ça. Et le seul qui ne fait pas exception, c'est Dragon Ball Z. Mais ça, c'est parce que Dragon Ball Z, c'est un excellent manga. J'avoue, Et puis, quand on voit ce qui s'est passé avec Senseiya Omega, on regarde que l'animation est vraiment beaucoup plus travaillée. Il y a plus de fluidité, il y a beaucoup plus de coups ressentis. On ressent la puissance de chacun des personnages lorsqu'ils balancent une attaque. En bref, j'ai ressenti, mais vraiment, une animation presque... Enfin, je dirais pas quasi parfaite, hein, c'est juste une excellente animation et c'est vrai que c'est très rare de voir une animation qui arrive à faire autant de progrès. En même temps, il y a plusieurs décennies qui séparent l'œuvre originale à Senseiya Omega, donc c'est un peu normal de critiquer l'animation de Senseiya comme quoi c'est un peu moche. Voilà. Mais après, si on aurait dit ça vient des années 2000 et tout, là il y a vraiment un énorme goes up. Mais là, c'est juste une décennie de séparation, donc on peut pas dire que Senseiya Omega soit meilleur niveau animation que Senseiya. Mais quand on regarde les autres points, les personnages à y travailler. Bon, j'avoue, les armures sont moches. Je vous confirme. C'est quelque chose que je peux vous confirmer sans aucun problème. Parce que c'est vrai qu'avoir une sorte de collant élastique en métal, d'autant plus que si tu rajoutes à ça des cristaux magiques à la place de grosses box que transporter les chevaliers, bon, d'un côté, c'est vrai que c'est plus discret. Hein, parce que transporter un gros sac de métal avec une armure dedans, c'est vrai que c'est pas très discret. Mais bon, ça fait un peu Magical Girl, c'est vrai, je nie pas ça, c'est vrai. Pourtant, les personnages n'en sont pas pour le moins inintéressants. On a par exemple Koga, Chevalier de Pégase par exemple, qui est le héros principal de la nouvelle série. Et bien lui, on peut s'attendre à ce qu'il ressemble à Seiya, mais en fait pas du tout. Koga, c'est juste un enfant qui a été certes élevé par Athéna, qui considère qu'il n'est pas Athéna, mais juste que le Gajo, il est juste envahi par un choix qu'on lui oppose à faire.
et que bah il préfère se battre contre ça plutôt que de se battre en tant que chevalier. Et lorsqu'il se rend compte des conséquences qu'il y a à prendre, et il se rend compte qu'il faut se battre pour pouvoir tout faire afin de gagner de pouvoir défendre les personnes qu'il aime. Et il acceptera certes vite son choix, mais petit à petit, il évoluera au fil de ses aventures, au fil des personnes qu'il rencontrera, et il deviendra un chevalier digne de ce nom. Pas plus digne que Seiya non plus, hein, mais on se rapproche un peu. Là où, à la différence de l'œuvre originale, on a juste un Seiya qui se bat pour être chevalier, et il a cette vite fait sa proposition, mais en fait il fait juste ça pour retrouver sa sœur. Mais d'un côté, c'est vrai que ça se rapproche un petit peu de Seiya, mais pas énormément non plus. Là, Koga, il a juste affaire à la disparition de la personne qu'il aime à cause de l'antagoniste. On a Soma, la première personne que Koga rencontre au fil de son voyage, qui lui a un caractère plutôt joyeux et prétentieux, disons-le. Et justement, je l'aime bien. Il a un fort caractère, et il est sympa, et quelquefois il m'a fait un peu rire. Mais ensuite, Yuna, chevalière de l'aigle, qui d'ailleurs est une femme qui appartient à la confrérie des personnages principaux. Et je vais pas vous mentir, ça fait du bien. Pour une femme, je dois avouer que elle a un fort caractère elle aussi. Bon, c'est certes l'une des personnages les moins développés de tous, c'est vrai, comparé aux autres. Mais néanmoins, Yuna, je trouve qu'elle a elle a un air plutôt attachant, vu qu'elle a un maître elle aussi, qui est sympa, mais qu'on voit très peu dans la série, hein, je vous spoil, voilà. Mais néanmoins, je trouve que Yuna, je l'aime bien, elle est déjà fidèle à la loi des chevaliers d'Athéna, mais bon, même si elle ressemble à un chevalier d'Athéna lambda comparé aux autres, néanmoins, ça n'empêche pas le personnage de ne pas être attachant, et ce pour les quelconques raisons que vous verrez. Après, le seul défaut qu'il y aurait, c'est que Yuna n'est pas assez mise en avant au niveau du scénario, comparé aux autres. Enfin si, plus vers la fin, mais... Ensuite, le quatrième, c'est Ryo, qui n'est nul autre que le fils de Shiryu, et qui a bien évidemment hérité de son armure, l'armure du dragon. Et je vais pas vous mentir, mais Ryo... il fait un peu plus penser à Shun niveau personnalité. Il a un caractère du genre sensible, sauf que lui, il se bat et il n'a pas peur de le faire. Et ce quelconque que ce soit. Parce que Shun est du genre vraiment très sensible. Si Ryo paraît doux au premier abord, il est toujours prêt à se battre et n'hésite pas à pouvoir le faire. Et ça, c'est un caractère que j'aime bien chez Ryo. Parce qu'en fait, le but de son voyage, c'est que son père retrouve ses 5 sens. Et oui, Shiryu a perdu les 5 sens. Attends une minute, mais comment ça se fait qu'il a perdu ses 5 sens alors? Tu sais quoi, Gertrude? Va voir la série. Parce que c'est expliqué à un moment ou à un autre comment est-ce qu'il a fait pour les perdre. Et ensuite, en cinquième, nous avons le fameux Haruto qui a hérité quant à lui de l'armure du loup. Un petit peu comme Soma qui d'ailleurs, je vous ai pas dit, a hérité lui aussi d'une armure du petit lion de la part de Bad qui était l'un des personnages secondaires de Senseiya, l'œuvre originale. Et pour Haruto, c'est exactement pareil. Il a hérité de l'armure de Nash. Enfin, ouais non, mais... En fait, on sait pas comment ils ont fini dans leurs mains les armures du petit lion et du loup en fait. Bon, je vais pas vous mentir, mais Haruto est un ninja. Ninja! La voiture pendant que je parle ou bien c'est pas moi, c'est vous qui arrêtez pas de dire niaque depuis tout à l'heure. Ninja! Bien. Ne demandez pas pourquoi, mais... Enfin non, mais de toute façon, c'est littéralement impossible à ce qu'il puisse faire des techniques style Naruto et tout, hein, comme tout le monde le... Bon ok, on va dire que ça appartient à l'art ninja. C'est faire des mudras et tout, enfin bref, c'est... On peut dire que Naruto est un plagiat des ninjas de Naruto, etc. etc. Néanmoins, ce personnage a une profondeur comparé aux autres, je vous jure. Genre, c'est-à-dire, et la profondeur qu'il a en tant que personnage est plutôt attachant et vraiment intéressant. Et d'ailleurs, la saison 2 approfondira encore plus la personnalité que Naruto possède. Et on y vient! Eden, justement, qui est le dernier personnage principal de la série. Alors, Eden, je vais pas vous mentir... Mais honnêtement, je trouve que c'est... Enfin, au premier abord, on dirait juste un personnage dark, lambda, enfin son style Dark Sasuke. Néanmoins, plus on avance dans la série, plus je crois que Eden est en fait mon personnage préféré de toute la franchise. Si vous voulez, vous pouvez me tuer. J'adore tellement ce personnage que je crois qu'un jour je vais lui dédier une vidéo spécialement rien que pour lui. Alors soyez à l'affût. Bien, nous avons parlé de la longue liste des personnages principaux. Et maintenant, nous allons parler un petit peu de certains autres personnages secondaires. Il y a certains personnages secondaires qui sont presque oubliables. D'ailleurs, Geki restera toujours un personnage secondaire malgré qu'il soit resté professeur de l'histoire. D'ailleurs, il viendra une légendaire rencontre entre Shun et Ryo qui... est pour moi vraiment une rencontre très intéressante et qui met en valeur plus Shun que les autres, et ça je trouve que ça fait vraiment du bien.
Yoga aussi, au passage, a le droit à son épisode, sans que personne ne puisse savoir qui il est. Mais bon, les anciens fans se souviendront de lui. Mais les nouveaux fans comme moi, bah, c'est demander qui était cet homme. L'antagoniste principal, bon, on a beau dire que c'est l'antagoniste principal, qu'il est là juste pour se promener, pour dire ouais, c'est un maléco, je suis venu pour faire le bordel et tout. Néanmoins, bah, si on avance vers la fin de la première saison, bah, on se rend compte que ses motivations, bah, elles sont vraiment sombres, hein, et on apprend d'ailleurs beaucoup de choses dans l'épisode qui narre justement bah, les origines de pourquoi est-ce que Mars est l'antagoniste, etc. Et oui, après le grand pop saga des Gémeaux, après bah Poséidon ou encore après Hadès, et bien cette fois-ci c'est au tour de Mars ou soit Arès, dieu de la guerre, de entrer en scène et mettre à terme au règne d'Athéna en tant que porteuse garante de la paix. Voilà, j'avoue que bon, vous vouliez qui comme antagoniste? Je pourrais vous en citer plein d'autres, hein, du genre certains chevaliers d'or, mais sinon je vous spoilerai une partie du scénario de Senseiya. Mais donc du coup je vais vous laisser un peu découvrir à partir des personnages, mais si vous voulez rester, bon on va parler du scénario vite fait et sans essayer de vous spoiler évidemment. On est en place au scénario, l'histoire de la série. Alors donc on va pas se mentir, ce scénario est vraiment incroyable, je vous jure, il est incroyable. Donc pour vous citer un petit peu l'histoire, pour vous citer un petit peu mon histoire à moi, de comment est-ce que j'ai fait pour tomber sur l'univers de Senseiya. Alors comme je vous ai dit, j'étais sur ma petite télévision, normale, tranquillement, etc., etc. Quand d'un seul coup, sur Canal J passait une annonce légendaire qui disait que Senseiya Omega arrivait sur Canal J d'ici je sais pas quel jour, vers 11h je sais pas combien. Ouais, c'est comme ça qu'est arrivée l'annonce. Et puis ma tête, c'était un peu, moi, j'en ai strictement rien à faire. Bon allez, vas-y, enchaînez, mettez-moi le prochain épisode de Pokémon Noir et Blanc. Même si c'est nul. Mais je saurai plus tard que c'est nul. Puis après, je suis tombé comme ça sur le premier épisode et je me suis dit, bon allez, ok, on va sélectionner l'épisode et on va regarder, on va dire... ouais, voilà. Puis voilà comment se passait l'histoire. Il y avait une montagne, des petites maisons antiques. Ensuite, il y avait un bébé qui marchait vers une femme avec des cheveux roses, etc., etc. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, hey, c'est très beau, hein. C'est super beau. Quand soudain, d'un seul coup, oh, un rocher qui vole. Le ciel devient rouge. Il y a quelque chose qui approche. Il y a quelque chose de terrible qui approche. Oh mon dieu, c'est quoi ce truc? Il y a une espèce de aura noir bizarre. Il va frapper la femme et le bébé. Oh mon dieu, il y a un homme doré qui est arrivé. Oh, wesh. Mais c'est qui cet homme? Ok, donc là, déjà à cet instant-là, il s'est déjà passé 3 trucs. Le premier, c'est qu'il y avait une famille, elle avait l'air tranquille. Ensuite, il y a un cachot qui a commencé à arriver, qui a commencé à lui faire du mal. Et là, d'un coup, il y a un homme qui vient. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, du coup, les deux hommes se battent, etc., etc. C'est épique, c'est jouissif, etc., etc. Chacun se lance les coups les plus puissants. Et là, il y a un coup stylé, des points stylés, des attaques stylées. Une femme stylée, un bébé stylé, et le bébé est exactement comme moi devant ma télévision à ce moment-là. Je regarde cet homme émerveillé et là je chante ces météores de Pégase. Ok, donc là déjà, là je suis tout de suite que ça allait être Warren. Bon après, est passé l'opening, hein, etc., qui d'ailleurs est excellent. Après c'est un peu du classique, le bébé qu'on a vu tout à l'heure a grandi et il s'appelle Koga et il se fait entraîner par une dénommée Shaina. Bon, je sais que certains vont dire ouais mais attends, on disait que dans la franchise originale on disait Shina et pas Shaina. Oui, mais si tu as vu la VO, on dit Shaina plutôt que Shina. Voilà, c'était pour régler la question. On peut reprendre? Après, il y a une explication de comment est-ce que fonctionne le cosmos, bon, classique, tout ça, etc., etc. Après, il y a Athéna qui donne une pierre à Koga, et à Koga qui dit ouais, mais attends, moi je suis pas fait pour ça parce que tu m'obliges à faire des trucs et je suis pas ton esclave en fait. Et puis là, d'un seul coup, on voit la détermination de Koga qui ne cesse d'augmenter, qui cesse de croître. Son cosmos devient de plus en plus puissant. Là, d'un seul coup, l'armure est invoquée, il arrive à l'enfiler, etc., etc. Et là, c'est aussi puissant qu'il arrive à parer les flammes. Et puis, oh mon dieu, mais quel plan magnifique! Oh! Alors là, attendez. Attendez, faut que je me remette un peu de... Donc là, on a vu un petit garçon protégé par une femme, protégé par un homme qui on sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé juste après. Ensuite là, il s'est passé je sais pas quoi de choses, genre Koga s'est fait entraîner. Ensuite là, il doit se confronter à une menace si immense. Puis là ensuite, il y a sa mère du coup qui est en danger, etc., etc. D'ailleurs, pourquoi elle appelle pas maman ou mère? Là, je vois que Koga n'y arrive pas, il essaie de dépasser ses limites, on dit il va passer quelque chose. Il enfile l'arme plein de Pégase et là, d'un seul coup, il est allé se diriger vers l'antagoniste Mars. Là, devinez exactement ce que je viens de dire. Bon, regardons. De toute façon, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à perdre. 20 minutes plus tard.
Vas-y, mets le premier épisode, mets le prochain épisode. Donc voilà, ça c'était la plutôt longue version. Je vous disais exactement comment est-ce que j'étais devenu fan de la franchise Senseiya. Donc là, on va dire que bon, c'est compréhensible quand même si bon, j'avais pas remarqué la forme de l'armure, mais bon, à cette époque-là, je connaissais pas Senseiya. Je savais même pas que c'était adapté d'un anime qui était déjà connu depuis super longtemps. Et donc du coup, après, j'ai enchaîné les épisodes les uns après les autres. Maintenant que j'ai parlé un petit peu de mon expérience personnelle et de comment est-ce que j'ai connu l'univers de Senseiya, je crois qu'il est temps de parler un petit peu du scénario, parce que je crois que ça fait depuis maintenant plus de quelques minutes que vous attendez que je vous en... Seiya, chevalier d'or du Sagittaire aujourd'hui, a été porté disparu pour on ne sait quelle raison. Et donc du coup, personne n'est là pour assurer la sécurité d'Athéna, qui d'ailleurs au passage est censé être la priorité de l'histoire. Que Athéna a disparu et tout le monde s'en fout, mais en même temps c'est parce qu'ils savent pas qu'Athéna a disparu en fait, parce que c'est arrivé que récemment, depuis Koga a commencé son voyage, etc. etc. Donc du coup, Koga va devoir partir seul à sa recherche, et il y a Soma et toute la clique dont j'ai cité tout à l'heure qui va décider de l'accompagner, sauf Eden, qui lui... décide de pas le suivre, mais pour des raisons plutôt particulières qui ont rapport avec le scénario. Voilà, ça c'est tout. Enfin, c'est l'histoire principale, comme je viens de vous le citer juste à l'instant. Mais bon, c'est vrai qu'à première vue, l'histoire a l'air peu ouf, vu que Athéna n'est pas mise en jeu. Enfin, ça c'est ce que vous croyez, vu que Athéna aura un petit peu son rôle à jouer dans l'histoire. Parce que c'est vrai que dans tous les Senseiya, tous ceux que vous croisez sans exception, Athéna sera toujours la priorité de toute l'histoire. Et il n'y aura aucune exception à la règle. Athéna est la femme la plus importante de toute l'histoire du scénario. Parce que si on enlève Athéna de Senseiya Omega, ou même de Senseiya tout court, en fait on réalise que y a peu de Senseiya. Et le problème, c'est que elle n'est pas assez mise en valeur dans Senseiya Omega. Ça c'est vrai, c'est un gros défaut. Elle a un plutôt bon rôle vu qu'elle a disparu du globe et que bon certes personne n'est au courant, c'est vrai, et on peut pas leur en vouloir sur ce coup là, mais néanmoins voilà, c'est tout. Les autres personnages de l'histoire, eux, ils ont leur épisode à eux, ce qui fait vachement plaisir quand même, si on y réfléchit. Et il n'y a pas non plus d'épisodes secondaires où on perd son temps à faire je sais pas quoi, ou à faire machin, à faire truc, où il se passe vraiment rien, où on avance aucunement sur le scénario. Non, il se passe vraiment des choses à chaque épisode, que ce soit on rencontre un nouveau personnage, soit on apprend certaines choses sur les anciens personnages que l'on connaît déjà, etc. etc. Et ça fait du bien. Au début, parce qu'après le reste, ça sert juste à faire avancer le plus doucement possible le scénario. Chose que je vous ai pas dit, sachez que maintenant dans Senseiya Omega, il y a ce qu'on appelle les éléments. Ouais, le truc classique que l'on voit dans certains mangas. Parce que il y a l'eau, le feu, la foudre et les autres éléments que vous connaissez certainement. Ouais, c'est... Il y a les 5 éléments d'un Naruto et on rajoute juste la lumière et les ténèbres, c'est normal. Parce que ça fait quand même... je crois qu'on est au 3ème plagiat là, de Naruto quand même, sur ce point-là. Du coup, j'avoue que le scénario n'est pas ouf. Néanmoins, on se croit dans l'univers de Senseiya. Je vous jure. Alors donc oui, c'est vrai, il n'y a pas non plus tout ce qu'on est, mais... Néanmoins, on a vraiment l'impression d'être dans l'univers de Senseiya. On a vraiment l'impression d'être dans une suite. Il n'y a pas beaucoup de nostalgie comme le ferait beaucoup d'animés ou de séries télévisées ou même quelconque film. Et ça fait vachement du bien parce que avoir de la nostalgie H24, c'est vrai que ça casse un peu la tête par moment. Mais néanmoins, je trouve que ça rajoute... on a vraiment l'impression d'être dans du Senseiya. Genre la quête pour sauver Athéna, etc., etc. Et le fait qu'il faut combattre d'autres chevaliers d'argent, de bronze ou d'or, ou tout ce que vous voulez. On se croirait vraiment dans un univers de Senseiya. Ok, il y a les histoires des vestige, etc., etc. qui sont rajoutées. Néanmoins, ça impacte en rien le côté Senseiya qui a été retrouvé... dans l'œuvre originale, on se croirait vraiment dans Senseiya. Là où dans l'œuvre originale, c'était toujours oh mon dieu, il y a un chevalier d'argent qui prépare un sale coup, mais on va y aller pour aller le sauver. Après, on se retourne au quartier général et le retour à la stabilité et tout ça, etc. etc. J'avoue que ce genre de choses, c'est un peu répétitif, c'est vrai. Et voir que chaque personnage suive une aventure pour avoir un but précis, c'est-à-dire faire ci, faire ça, etc. etc. et ça rajoute un peu, c'est un peu une histoire de quête qu'il n'y avait pas, par exemple, dans le Senseiya original. Et ça, je trouve que c'est une grande qualité. Et il y a ce que l'on appelle la palestre, c'est-à-dire la nouvelle école de chevalerie des chevaliers du Zodiac. Et bien ça, ça veut montrer que on est investi pour une nouvelle génération. Il y a vraiment une nouvelle génération de nouveaux chevaliers du Zodiac qui s'installent. Et voir qu'une nouvelle école se fabrique à ce sujet, c'est bien. Ça fait du bien. Enfin, non, je dirais pas ça fait du bien. C'est-à-dire
bah, c'est à la fois intelligemment trouvé, puis ça paraît un peu logique sur la suite des choses. Parce que si on va connaître un jour des menaces telles que le Grand Pop ou un nouveau Hades ou Poséidon, bah au moins bah, la nouvelle génération sera prête juste au cas où. Ça, il y a beaucoup de personnages anciens, enfin beaucoup, pas beaucoup là dans la saison 1, mais dans la saison 2, c'est vrai, on en retrouvera pas mal. Mais dans la saison 1, bah il y en a vraiment pas beaucoup, mais c'est suffisant en tout cas pour nous remettre bien dans le bain. On a par exemple Gaki de l'Ours qui est devenu professeur à la palestre justement. On a ensuite Kiki, chevalier du bélier, qui comme le veut sa tradition est devenu bien évidemment chevalier du bélier après le fameux maître Mu. On a ensuite Genbu qui était d'ailleurs au passage le disciple de Doko lui aussi et qui du coup est devenu chevalier de la balance à son tour lui aussi. Et comme je vous ai dit, il y a Shiryu, Shun, Koga, enfin Yuga et Seiya évidemment hein, qu'on a vu au début. Et puis si vous vous attendez à voir Iki, alors désolé de vous l'annoncer les gars, mais malheureusement il a qu'un plan. C'est dans l'épisode 47. Désolé les fans d'Iki, mais vous ne le verrez pas de sitôt. Psychologue sous formel, vous êtes trop violent, vous êtes Je suis pas violent. violent, monsieur. Je suis pas violent. Je suis pas violent. Mais néanmoins, il aura un bon moment dans la saison 2, ne vous inquiétez pas, ça je vous le promets. Surtout, le scénario n'est pas du tout écrit de la même façon qu'a été écrit Senseiya. Là où c'était un peu la série un petit peu pour enfants, du côté que c'est un peu répétitif et que ça répète souvent la même petite histoire, genre c'est-à-dire l'histoire des chevaliers qui, bon, ils sont tranquilles, etc., ils protègent la mer, etc., sauf que l'armure est mise en danger par un chevalier d'argent, etc., qui va en plus s'en prendre à Athéna, sauf que du coup, les chevaliers vont être obligés d'agir et de trouver la position du chevalier d'argent pour pouvoir le trouver. Une fois fait, une fois affronté, après avoir vécu un difficile combat, et du coup, ils vont pouvoir retourner, récupérer l'armure, récupérer Athéna, retourner dans leur base, tout est bien qui finit bien. Ça, c'est le scénario de chacun des épisodes du Senseiya original. Enfin, avant la trappe des maisons du Zodiac, etc. Dire, c'est que le scénario a beaucoup plus de drama et il se passe beaucoup plus de choses. Par exemple, il y a beaucoup de révélations qui tournent autour de certains personnages. Je pense par exemple à Soma et surtout son objectif qui, je vais pas spoiler, mais important au scénario. Eden qui, lui, a une descendance beaucoup plus choquante que ce qu'on imagine. On a aussi Koga qui dégage une sorte de petite part d'ombre. Mais si vous voyez la série, je crois que vous saurez exactement de quoi est-ce que je veux parler. Et il y a certains personnages qui connaissent aussi quelques tragiques destins. Je vais pas exactement rentrer dans les détails, mais je crois que là aussi, si vous regardez la série, je crois que vous saurez exactement très bien de quoi est-ce que je veux parler. On n'est pas non plus à un niveau de l'attaque des titans non plus, hein, parce que lui, ce scénario, laisse tomber, on est sur du truc de fou là. Ce que je veux dire, c'est que Senseiya Omega, il n'est pas non plus à ce niveau, mais il s'en sort très bien. Et il suffit de voir le premier épisode, genre, niveau premier épisode, je crois que c'est le meilleur des premiers épisodes que j'ai vu depuis super longtemps. Par exemple, il y a l'attaque des titans par exemple, qui, bon, oui, un premier épisode plutôt choquant, et idem pour The Promised Neverland. Mais quand on regarde cette série Omega, c'est vrai que pour un premier épisode, j'envoie directement de la sauce dès le début. Parce que envoyer de la sauce dès le départ, ça se fait pas. Même dans les séries américaines, on n'envoie pas autant de sauce que ça dès le début. Envoyer une sauce comme ça, ça se fait pas. C'est dans cette série Omega, ils l'ont fait. Et rien que pour ça, rien que pour un premier épisode aussi choquant que celui-là, c'est que vous n'avez pas vu la suite. Alors allez la voir si ça vous fait plaisir. Mais en attendant, finissons cette vidéo petit à petit vite fait. Juste histoire pour vous faire comprendre aussi exactement pourquoi est-ce que Senseiya Omega mérite d'être au moins admiré. Pour finir, les musiques. Alors c'est vrai que les musiques, elles sont super belles. J'ai beau essayer de les oublier, je n'y arrive pas. Genre, ils sont allés dans un coin de ma tête et ils se sont dit, on va rester là et on va rester cloîtrés. Voilà. Beaucoup de musiques dans cette série Omega sont mémorables pour moi et j'arrive même pas à les oublier. Je pense par exemple au thème d'Aria qui est juste magnifique. Tiens, pour vous dire, il y a aussi le thème d'Eden qui est vraiment excellent, hein. On va pas se mentir. Mais vraiment ce thème est magique pour moi. Après il y a aussi le fameux thème principal et il y a plein d'autres musiques que je pourrais même pas vous citer tellement elles sont aussi bien les unes que les autres presque. Je dirais même qu'on est presque du même calibre à du Zelda par exemple, même si bon je sais que je fadare un peu sur le choix, mais quand même c'est vrai que
bah, on se rapproche petit à petit de la licence, quoi. Parce que quand je pense souvent à Sensei Omega, bah, il y a beaucoup de thèmes qui me viennent en tête, et l'un d'entre eux m'arrive souvent à rester dans la tête pendant au moins plus d'une journée. Et honnêtement, bah, ces thèmes sont vraiment mélodieux, me fait vraiment du bien. Et si vous me croyez pas, et bah, allez voir immédiatement l'adaptation Netflix et la légende de la merde, et après on en parle. Niveau musicalité, bah, je n'en vois absolument pas dans les autres Sensei. Pour de vrai, je vous jure. Bon, après, il y a aussi certaines musiques qui sont similaires aussi à l'œuvre originale, c'est vrai. Mais d'un côté, bah, ça fait du bien aussi, ça rajoute une petite vague de nostalgie. Et d'un côté, il y a certains nouveaux thèmes qui sont vraiment très intéressants et qui sont vraiment mémorables là aussi. Et vraiment, ça rajoute un peu de tendresse à cet univers Senseiya. Et les musiques nous font vraiment croire à l'univers de Senseiya. On se croirait vraiment à l'intérieur de cet univers. Et ça fait du bien. Ah, en bref. Je crois que nous avons fait un peu le tour de ce que j'ai aimé dans Sensei Omega. Voilà. Je sais que la partie musique a été plutôt courte, mais quand même, on a pu aborder pas mal de sujets à ce point. C'est vrai que je comprends pas exactement la haine que le peuple a envers cette série télévisée. Enfin, cet animé, il est bien, il y a vraiment d'excellentes qualités, même si certains le voient pas. Et d'ailleurs, je vois certaines critiques qui, bon, en disent un peu du mal, c'est vrai, mais ils en disent beaucoup de bien à ce sujet d'ailleurs. Et ça, bah, c'est quelque chose que, qui me fait déjà plaisir à moi, hein, vu que bah, j'ai grandi principalement avec Sensei Omega, hein, en connaissant la licence évidemment. Après, entre-temps, j'ai aussi vu bah, la série originale, évidemment, hein, que tout le monde connaît bien sûr. Parce que c'est comme vous, bah, vous avez aimé vous aussi bah, l'œuvre Sensei Omega, bah, je crois que vous, bah, vous seriez aussi à peu près d'accord avec moi sur ce que je viens de vous dire. Et si vous avez penser que j'ai oublié certains points, bah, vous pouvez quand même le mettre dans les commentaires, ça me ferait exceptionnellement plaisir. Bref, si vous n'avez toujours pas vu cette série, bah, vous pouvez toujours aller la voir, hein. Si vous avez vu l'œuvre originale, bah, vous devriez normalement aimer. Je dis pas que vous allez adorer. Et si vous aimez ce genre de vidéos, bah, sachez que j'ai une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. J'en fais sur Shingeki no Kyojin, il y a aussi un combat sur Hiruzen Orochimaru si vous voulez voir. Et si vous voulez bah, aimer mes vidéos, bah, vous pouvez toujours liker, commenter, etc. comme vous voulez. Et vous pouvez toujours aussi me suivre sur les réseaux sociaux si l'envie vous tente. Et comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront en activant bien évidemment la petite cloche sans l'oublier. Et ensuite, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Red Satire. Ciao.